Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une vidéo thématique puisque je voulais vous présenter mes meilleures romantaisies que j'ai pu lire. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, vraiment, ça va vraiment pas plaire à tout le monde puisque la romantaisie partage beaucoup, mais c'est vrai que c'est le genre que j'ai un peu plus lu cette année et je me suis dit que c'était plutôt sympa de vous faire un petit bilan par rapport à tout ce que j'ai lu et vous montrer peut-être des petits titres qu'on voit partout peut-être et d'autres qu'on voit un petit peu moins et qui pourtant méritent une plus grosse hype. Donc voilà, j'ai un petit peu de tout, il y en a, vous allez vous dire c'est obvious, franchement tout nous le représente, mais bon on ne sait jamais. Et il y en a d'autres que peut-être vous n'avez jamais vu et je suis là pour vous, voilà, pour vous aiguiller. Alors je tiens à préciser que tout cela ont des scènes très explicites, donc interdit aux moins de 18 ans pour un public très averti. Si vous voulez une version où il n'y a pas de smut, où il y a une romantaisie mais que c'est quand même très soft, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai des titres aussi à vous présenter. Je pense que je ferai cette version là parce que j'ai plus de titres sans smut que de titres avec smut. Donc on va commencer maintenant avec, alors il n'y a pas d'ordre de préférence ni rien, on va commencer avec les plus obvious pour terminer avec ceux que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Pour moi, l'autrice numéro 1, celle que j'ai le plus lue, c'est Jennifer Lerman-Trout et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de son univers. Je parle pas que de la première saga mais également de sa saga spin-off du sang et de la cendre, donc de From Blood and Ash. Donc pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis en français de From Blood and Ash et 2 de sa saga Flesh and Fire, donc la chair et le feu. Si vous voulez un ordre de lecture, il faut lire les 3 premiers tomes du sang et de la cendre, le premier tome de la chair et le feu, le 4e tome du sang et de la cendre et le 5e tome de la chair et du feu, et ensuite alterner comme ça puisque après ça sera le 5e tome de From Blood and Ash, donc du sang et de la cendre. Bref, dans cette histoire on suit Poppy qui est une jeune pucelle, voilà, elle a été cachée pendant toute son enfance jusqu'à sa majorité puisqu'elle est censée être envoyée en sacrifice, rester pucelle jusqu'à sa majorité, sauf que elle en a marre d'être coincée, elle a l'impression de passer un petit peu à côté de sa vie, etc. Donc elle fait un petit peu le mur, elle apprend à se battre et un jour où elle fait le mur, elle va rencontrer un nouveau garde qui est Hawk et elle va un peu tomber sous son charme et Hawk va devenir un de ses gardes rapprochés et voilà, il va y avoir une petite romance une petite attirance qui va se tisser entre les deux et elle va petit à petit prendre vraiment du recul sur sa position, sur le monde dans lequel elle vit, etc. et se poser vraiment pas mal de questions. À chaque fois c'est des gros pavés, hein, vraiment. Mais c'est un univers qui fonctionne hyper bien pour moi. On a de la romance, on a des très belles amitiés, on a un beau système de magie, je trouve, des bonnes batailles aussi. En fait il y a tout ce que j'aime énormément moi quand je commence un roman de cet univers, parce que vraiment même l'univers, la saga spin-off est vraiment cool. On est plusieurs centaines d'années avant avec plutôt les dieux de cet univers qui ne sont pas là au moment de From Blood and Ash, mais on a un peu tout le avant et on comprend beaucoup de choses et les tomes se répondent. Je trouve qu'ils sont très bien faits, on n'est pas dans le too much, même s'il y a beaucoup de scènes smut à un moment donné sur certains tomes. Moi j'avoue que les scènes smut en fait je les passe, je les lis en diagonale, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si j'aime qu'il y ait de la romance et qu'il y ait de l'attirance et qu'il y ait cette attraction entre les personnages, mais la scène en elle-même elle m'intéresse pas et vraiment je sais qu'elle a fait un gros tabac au moment de sa sortie VO, il y en a tout le monde qui parlait d'elle, mais je trouve que maintenant que les Français
sortent, bah, on en entend moins parler et pourtant ça vaut vraiment le coup. C'est une saga qui sort énormément de tout ce qu'elle écrit d'autre, parce qu'elle écrit beaucoup d'urban fantasy, de romance paranormale, etc. que j'adore aussi. Mais là on est vraiment sur de l'adulte, elle rigole pas, franchement, elle nous fait notre cœur fait des bonds hein, de temps en temps, même très souvent, et je trouve qu'elle manie très très bien la romantésie adulte, et franchement je peux que vous recommander. Moi à chaque fois je me jette sur les tomes dès qu'ils sortent en français, et voilà, et je suis en train de lire Une lumière dans la flamme là, et il me tarde de pouvoir continuer. Donc ça c'était un petit peu un obvious. Encore une fois c'est un petit peu un obvious, mais pas tant que ça, puisque je vais vous montrer. Pour moi, Crescent City de Sarah J. Maas, c'est génialissime. Alors le dernier tome, je mets quelques réserves, même si je l'ai beaucoup aimé, j'ai mis quelques réserves et je peux comprendre qu'il y en ait beaucoup qui ont été déçus. Sarah J. Maas, c'est une histoire un peu compliquée avec elle. J'ai lu tout Throne of Glass en lecture commune avec Sandra et Alix. J'avais aimé mais sans plus. À Cotard, j'ai lu que les 2 premiers tomes, hein. J'ai jamais repris, il faudrait que je continue cette saga, mais j'ai jamais repris et j'ai jamais trouvé l'engouement que tout le monde avait eu. Mais alors Crescent City, en fait ce que je reproche à Sarah J. Maas, c'est qu'elle fait des gros pavés, que la moitié est très lent, pose les bases, sert un petit peu à rien, et elle accélère sur la fin et elle envoie tout sur la deuxième moitié. En gros je lui reproche un petit peu de faire des pavés pour faire des pavés. Sauf dans Crescent City. Vraiment, je trouve que pour l'instant il y a 3 tomes. Alors apparemment elle veut en faire un 4e, peut-être plus encore. Pour moi les 3 tomes se suffisent à eux-mêmes. Le 3e tome se conclut par lui-même. On suit du coup Bryce qui perd tous ses amis lors d'une attaque. Elle sort en boîte. Elle est un peu... elle vit de façon un peu déchéante et un jour elle est en boîte et du coup tous ses amis qui appartiennent à une meute sont tués. Elle est persuadée que le tueur est une seule personne, etc. Et parce qu'il vient juste d'être libéré, comme par hasard, le jour où il est libéré, tous ses amis meurent. Et en fait 2 ans après, le mec qui est accusé est toujours en prison et il continue à y avoir ce genre de meurtre. On voit qu'il y a pas mal de mystères autour de ça et donc Bryce va être rattaché à un ange déchu, donc Hunt, et du coup ils vont devoir pour le compte des archanges, etc., enquêter sur le meurtre et sur ce qui s'est passé. Et franchement c'était trop bien. Ce premier tome, je l'ai lu en anglais lors du premier confinement. J'ai un petit peu galéré. Alors il faut s'accrocher sur les 100-150 premières pages. Une fois que vous vous êtes accroché là-dessus, franchement, c'est un régal. Encore une fois, il y a pas mal de smut, même si tout tourne pas autour de ça. Mais on est en univers où il y a toutes sortes de démons, de créatures. Donc on a des faées, on a des sorcières, on a des vampires, on a des loups-garous, on a des sirènes, on a des poissons, bref on a de tout, on a des fées, on a de tout, et donc j'ai trouvé ça hyper cool. On n'est pas sur de l'urban fantasy, il y en a beaucoup qui disent que c'est de l'urban fantasy. Non, on n'est pas dans notre monde, on est sur une fantasy contemporaine puisqu'on a la police, les téléphones, internet, etc. Mais ce n'est pas de l'urban fantasy, voilà, on n'est pas dans le monde actuel, on est sur quelque chose de très contemporain, de très évolué de façon technologique, etc. Mais tout est inventé du premier au dernier mot. Alors le premier tome, j'ai trouvé qu'elle se lâchait un petit peu, Sarah J. Maas, en disant c'est bon, je fais de l'adulte, je vais mettre des putains partout, je vais mettre des insultes partout et je vais me faire plaisir. C'était un truc que j'ai pas trop retrouvé dans les tomes suivants. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai dévoré les tomes, ça m'a surpris, ça m'a estomaqué, j'ai adoré les personnages masculins, j'ai adoré les personnages féminins, j'ai beaucoup aimé en détester certains, faire mes propres théories, me faire mes propres complots et franchement voilà, pour moi Crescent City c'est la meilleure saga de Sarah J. Maas. En plus à un moment donné il y a dans le
fin du tome 2, début du tome 3, il y a un crossover avec ACOTAR. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, lisez quand même ACOTAR avant de lire ça. Mais je trouve que c'est du génie ce qu'elle a fait, Sarah J. Maas, avec cette saga. Et du coup ça m'a donné envie de reprendre ACOTAR alors que j'avais abandonné cette saga et que je ne voulais pas la continuer. Mais Sarah J. Maas m'a réconciliée avec Sarah J. Maas grâce à Crescent City. Et du coup voilà, parce que vraiment Sarah J. Maas c'était pas bien parti avec moi. Et je crois que Sandra était assez d'accord avec moi, mais vraiment le côté hyper long et faire des pages pour faire des pages, ça me gonflait vite et ça me lassait. Surtout sur 8 tomes avec Throne of Glass quoi. Sachant qu'on lisait un tome par mois. Et le dernier un peu obvious, je vais vous parler forcément de Fourth Wing. Pour l'instant, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Le tome 3 a été annoncé pour le mois de juin. C'est long, c'est très très long, mais j'ai trop hâte. Dans cette histoire, on va suivre un Enemies to Lovers, oui et non. On va suivre Violette qui est la fille du grand général de cet univers. Donc on est dans une école où il y a différents types de métiers et la Violette a toujours voulu être scribe comme son père. Et le jour où de la rentrée, sa mère a dit tu vas pas être scribe, tu vas pas faire ton école de scribe, tu vas faire ton école de cavalier. Sauf que des cavaliers, c'est pas des cavaliers de chevaux normaux, c'est des cavaliers de dragons. Et il faut savoir que c'est un domaine où il y a le plus de pertes, surtout la première année, puisque chaque épreuve est mortelle et très très éliminatoire. Il reste pas beaucoup de gens à la fin. Et Violette elle est pas entraînée pour ça, alors que d'autres personnes sont entraînées et s'entraînent toute leur vie pour accéder à ça. Elle a une sœur qui vient de finir ses études et un frère qui est mort au combat justement, et on a l'impression qu'elle veut un petit peu, que sa mère veut un peu se venger, enfin pas se venger auprès de Violette, mais venger la vie et se dire mes enfants seront cavaliers. Et donc on va suivre Violette dans toute cette première année et on va avoir tout le côté aussi lien avec le dragon, et la place du dragon dans ce roman est juste extraordinaire. Vraiment, c'est le côté qui m'a le plus plu, c'est la relation du cavalier avec le dragon, le lien qui crée, les échanges, etc. L'importance, le dragon n'est pas juste un animal qui ne sert à rien en fond, juste pour dire il y a des dragons. Là, il a une véritable importance, il y a un véritable lien entre les personnages. On a un petit Enemies to Lovers puisque Violette va se retrouver sous la garde du fils du rebelle numéro 1 qui a quand même été accepté dans l'école. Toute la rébellion a été acceptée dans l'école, mais on n'oublie pas les enfants des rebelles. Et donc elle va devoir cohabiter avec Xaden, donc le fils du rebelle numéro 1, et encore plus à travers les pages. Et franchement j'ai adoré. J'avais très peur du tome 2 parce que j'avais entendu des très très mauvais échos en VO, et franchement moi j'ai adoré. J'ai vraiment passé un très très bon moment, même si à un moment donné on tourne un peu en rond, même si c'est un peu du bon, c'est très bien que tu vas craquer, calme-toi, craque et un bon coup et laisse-nous tranquille, passe à autre chose. Mais j'ai été très surprise, j'ai été emportée, et vraiment cette relation avec le dragon m'a complètement conquise, et je vous recommande Fourth Wing. Vraiment, l'histoire en elle-même, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard, mais ce côté avec le dragon m'a achevé. Et donc je vais vous parler de 3 sagas. Je pense que vous en avez entendu parler si vous lisez de la romantaisie, parce que ça fait partie des titres les plus connus entre guillemets, mais vous les connaissez peut-être pas, ou pas bien, ou vous les avez peut-être juste vu passer sans savoir de quoi ça parle et sans savoir le potentiel que ça avait. Bref, on va commencer avec un livre que j'ai failli abandonner. Vraiment, le premier tome j'ai failli l'abandonner, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2 et j'aime énormément cette saga. Et voilà, je parle
du Royaume des Corbeaux. Donc là c'est le premier tome, La Maison aux ailes déployées. Mais bon, je parle de cette saga. On va suivre Fallon qui est mi-fée, mi-fae, mi-humaine et qui vit comme ça. Les mi-fae n'ont pas trop le droit de faire quoi que ce soit. Elle vit toute seule avec sa grand-mère et avec sa mère qui est un peu démente. Et elle a toujours été amoureuse de Dante qui est le prince fae. Et normalement c'est le frère de Dante qui doit prendre la succession du trône et voilà, ils ont une petite relation cachée parce que voilà, ils peuvent pas être ensemble vraiment, et un jour elle va être missionnée. Alors je sais plus par quoi, par caisse, comment ça se fait qu'elle est missionnée, mais elle va devoir chercher des petites figurines de corbeaux à certains endroits. Et ça va lui ouvrir tout un monde autour qu'elle ne soupçonnait pas. Et franchement, j'ai adoré. Le protagoniste masculin, alors je parle pas de Dante, hein, je parle du vrai protagoniste masculin, est à tomber par terre. J'ai adoré ce personnage. Fallon a un petit peu saoulé, mais vraiment, faut vraiment passer ce premier tome parce que, ou en tout cas la première moitié de ce premier tome, parce que on a vraiment un crescendo qui se fait et les tomes 2 et 3 sont géniaux. Vraiment, j'ai adoré cette saga. Je trouve que il y a eu trop de mauvais avis sur ce premier tome et franchement, si je vous dis un truc, c'est de persévérer, et je peux que vous conseiller ça puisque voilà, j'ai enchaîné les tomes. Dès que le tome 3 est sorti, je me suis ruée dessus et j'avais pas envie de terminer ce tome 3. Donc il y a 3 tomes dans cette saga et au mois de janvier normalement, il y a un tome compagnon qui va suivre d'autres personnages secondaires ici. Mais j'ai trop hâte parce que je pense que dans cette deuxième partie de saga, on va découvrir tout un pan de régions et de communautés qu'on a un peu survolé dans cette première trilogie. Mais franchement, j'ai adoré les rebondissements, les liens, les amitiés, la romance était folle, mais vraiment folle. Et les personnages, le personnage masculin, mais mon dieu, c'est un de mes book boyfriends par excellence. Et franchement, je vous le recommande, il y a beaucoup de connotations italiennes. J'allais dire anglaise, non, italienne. Il y a beaucoup de surnoms italiens, etc. Donc c'est un peu déconcertant au début, mais franchement, une pépite, mais vraiment... franchement, si vous avez juste lu le tome 1, essayez le tome 2. Persévérer parce que franchement il y a un beau potentiel. En plus l'autrice est à moitié suisse, à moitié américaine, mais voilà, elle parle français et voilà, il faut soutenir nos petits auteurs, et chez Corrigan il faut soutenir parce qu'il y a des très très bons écrits. Alors on est sur de la romantasy, donc c'est pas non plus un truc hyper incroyable, etc. Mais franchement ça bat plein de romances, de romantasy, de fantasy dont on entend beaucoup parler, et par rapport à ça, c'est pas juste. Une autre saga chez Corrigan, il s'agit de Savage Lands. Donc ça c'est un peu plus noir, un peu plus dark. Je vous en ai parlé. De toute façon, si vous me suivez, vous n'êtes pas curieux, enfin vous n'êtes pas surpris si vous voyez ces romans. Mais en tout cas, Savage Lands, j'ai lu les 4 premiers tomes. J'attends la suite avec grande impatience. On va suivre Brexley qui est une humaine qui a été élevée par la famille de son meilleur ami au niveau des commandants de la garde, etc. Donc elle est élevée pour devenir un parfait petit soldat, puisqu'il y a une guerre entre les humains et les fae, mais il y a une guerre aussi un peu de pays de l'Est entre Prague, l'Ukraine, etc. Donc voilà, il y a pas mal de pays de la Hongrie. Et donc un jour où Brexley et son meilleur ami vont être en petite mission, leur mission à eux, sauvetage, et ben elle va être prise par les fae et emmenée à la prison des fae. Et autant vous dire que c'est une prison où personne n'est censé ressortir, en tout cas pas vivant. Et on comprend vite pourquoi, parce que quand je vous dis que c'est très sombre, ce premier tome est très très sombre et très sale et très dégoulinant, et de sueur et de sang et de tout ce qui peut dégouliner, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. Les autres tomes étaient un petit peu en dents de scie à côté, mais ce premier tome était génialissime. Je l'ai lu en 24 heures
Et voilà, on a un protagoniste qui ressemble trait pour trait à Jason Momoa, donc si ça vous intéresse, lisez-le. Voilà, on est dans un univers très très sombre où à chaque moment on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui est-ce qu'on doit croire. Et on a des tomes qui sont un peu plus lents mais qui vont développer sur les relations des personnages ou sur l'univers en lui-même ou sur le système de magie ou sur ce qu'est Brexley parce que c'est un grand mystère cette jeune fille. Et voilà, franchement, si vous avez juste vu la couverture passer sans y être allé, je vous demande ce que vous faites encore parce que vraiment, si vous voulez un truc beaucoup plus sombre que ce que vous avez déjà vu un peu partout, bah foncez sur celui-là. Et le dernier est ça n'a pas été un coup de cœur le premier tome, le deuxième un peu plus. C'est une duologie que j'ai adorée chez Bookmark, chez Lost Kingdom. Il s'agit des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Donc là c'est le serpent et le descendant de la nuit. Si bien que comme j'ai racheté les reliés tellement j'ai adoré. Là nous sommes dans un parfait mélange entre le sang et la cendre, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, et Hunger Games, puisque nous avons Oraya, qui est une jeune fille humaine qui a été élevée par Vincent, qui est un des rois de vampires. Donc il y a deux types de vampires, des vampires aux allures un peu chauve-souris et des vampires aux plumes un peu plus corbeaux qui se tirent la bourre et tous les je sais plus combien de temps il y a un tournoi où le gagnant peut demander une faveur à la reine Nyaxia et donc Oraya veut absolument participer, sauf que c'est la seule humaine parmi tous ces vampires et elle va devoir survivre, elle va devoir s'allier avec l'ennemi et voilà, j'ai adoré. Vraiment, ce premier tome, on est vraiment dans les épreuves en tant que telles, dans la survie, vraiment dans la partie Hunger Games. Et j'ai adoré. Dans la deuxième, on est un peu plus dans l'univers, dans la trahison, dans les remises en question, dans les batailles, dans les affrontements. Et franchement, cette saga est une vraie pépite. Je vous la recommande vraiment, encore une fois, c'est un gros pavé, mais ça se lit tout seul. J'avais lu ce premier tome en janvier, je crois, un peu sur un coup de tête en e-book, etc. Et franchement, j'avais pas du tout regretté une seule seconde, parce que je suis très contente de l'avoir découvert. C'est une pépite, et encore, pour ceux qui n'ont toujours pas lu cette duologie, lisez-la. Il y a le tome 3, donc qui sera sur d'autres personnages, donc c'est par duologie. Le tome 3 va pas tarder à sortir et j'ai trop hâte déjà de la voir et de pouvoir le lire et de pouvoir le dégommer. La plume de Carissa Broadbent est hyper efficace et les personnages, j'adore le personnage masculin, j'adore. Encore une fois, on sait pas qui est le méchant, qui est le gentil dans ce premier tome. On le découvre au fur et à mesure en même temps à travers les yeux d'Oraya, mais vraiment c'était exceptionnel et je trouve que c'était très très bien pensé. On remet en lumière les vampires d'une façon très très originale et très très sympa, je trouve. Le côté épreuve, j'ai adoré et je peux que vous recommander cette saga qui est génialissime. Voilà, j'ai que ça à vous dire. Donc voilà pour mon petit top 6 finalement. Je voulais vous faire un top 5 au début et puis voilà, je pouvais pas ne pas vous présenter ces 6 là. Donc voilà pour mon petit top 6 des romantaisies avec smut, plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez des titres à me recommander, si voilà, vous avez des choses à me dire si vous avez lu un de ceux-là ou s'il y en a un que vous ne connaissiez pas et qui vous tente. N'hésitez pas à me dire tout ça. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!